Bonus. Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors ça y est, nous sommes déjà à la moitié de l'ultime saison de Discovery, alors on va pas perdre de temps et on va se téléporter immédiatement dans l'espace interdimensionnel de notre podcast. Let's fly! What is that? That is a wormhole. That's what we have to pass through to get to the next clue. How are we doing, Book? Hang on! We're on this quest to find the thing that created us. Could have just said hello. We have the clue. I could kill you right now. That's a choice. I hope you'll make a different one. Working. Bien sûr, pour en parler, je ne suis pas tout seul, je suis avec un équipage d'élite. On en parle donc avec notre lieutenante Marie-Paul qui est là. Salut Marie-Paul. Salut, ravi de vous retrouver. Pareil, tout pareil. De notre capitaine Manu. Salut Manu. Oui, bonjour. Salut. Et de notre officier expert Romain Nigitas. Salut Romain. Oui, bah salut, je suis content d'être avec vous, mais je suis pas content de parler de Discovery. Oh, Ah, ça y est, ça commence. ça commence déjà, ouais. Avant de commencer à parler de Discovery, on a plusieurs choses à vous dire. C'est qu'on a un crowdfunding, un financement participatif qui va commencer mardi prochain à midi. Ça concerne l'événement Star Trek qu'on fait à Metz en septembre, donc le 21 septembre, pour fêter les 15 ans du film de J.J. Abrams, le Star Trek de 2009. On va sortir un podcast qui sera dédié justement à cette question, qui fera à peu près 20 minutes et qui vous expliquera un peu tous les tenants et les aboutissants de ce projet. Et donc on vous donne rendez-vous mardi à midi pour nous écouter et tout savoir sur ce projet. Et avant de parler encore une fois de Discovery, on a quand même d'autres choses, on a plein de news, notamment on sait qu'il y a Romain Nigita qui a plein de choses à nous annoncer. Alors est-ce qu'il va nous parler de l'album d'histoire pour enfants raconté par William Shatner avec sa pochette faite en IA de merde? Je ne sais pas. J'ai encore envie de me crever les yeux rien que d'y penser, donc non. Je vous en parlerai quand je l'aurai écouté, mais je l'ai pas encore écouté. Ok, donc pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, n'allez pas regarder sur internet. Non, cancel. Non, j'ai une petite info exclusive pour vous. C'est une petite exclue pour le Quadrant Pop. Ça concerne Pluto TV. Alors Pluto TV, comme vous vous en souvenez probablement, c'est cette plateforme de streaming légale financée par la pub, qui fait partie du groupe Paramount. C'est grâce à cette plateforme notamment qu'on avait pu voir en France la 4e saison de Discovery, quand on était un peu dans cet intermédiaire, quand c'était plus sur Netflix mais qu'il n'y avait pas encore Paramount Plus en France. Et bien, tout le mois de mai, du 1er au 31 mai, Pluto TV en France va lancer une chaîne dédiée à Star Trek. Ouh. Alors ça sera pas avec les séries, mais ça sera avec les films. On pourra y voir tous les films de la franchise, sauf le dernier. Il y aura pas Beyond, mais il y aura tous les autres. Donc les 12 premiers films. Ça sera en VF, bon d'accord, mais voilà, ça sera dispo gratuitement quand vous le voulez, comme vous le voulez, donc entre le 1er et le 31 mai. Et je peux même vous rajouter une autre petite info. Sur Game One, le dimanche 19 mai à 20h50, vous pourrez voir ou revoir Galaxy Quest, qui est le meilleur film Star Trek qui n'est pas un film Star Trek. Donc voilà, sur Game One, le 19 mai à 20h50, pour les petites diffusions françaises, si vous n'avez pas déjà les VHS, les DVD, les Blu-ray, tout ça sur vos étagères. On sait pourquoi ils ont pas Beyond, parce qu'il est quand même pas si jeune, Beyond, maintenant. Je sais pas du tout, peut-être qu'il est en droit actuellement sur notre plateforme ou sur notre chaîne. C'est souvent des histoires de contrats et de trucs qui sont pas encore arrivés à échéance. Ouais, mais pourtant ça en parle ils ont, plus, donc... C'est les mystères, les mystères des droits, mais voilà, c'est la première fois. Je l'ai vu passer sur la TNT il y a pas longtemps, donc c'est peut-être. C'est peut-être pour ça, ouais. Ouais, peut-être qu'il y a une chaîne de la TNT qui a encore les droits quelque temps, peut-être. Mais en tout cas, je sais que sur Pluto TV aux États-Unis, je crois qu'ils ont lancé une chaîne spéciale Deep Space Nine il n'y a pas si longtemps. Donc c'est vrai que pour l'instant, sur le Pluto TV français, hormis Disco saison 4, on n'a pas eu de série Star Trek, mais ça va probablement arriver parce qu'on voit il y a pas mal de séries Paramount qui sont là-dessus, comme il y a South Park, il y a Walker Texas Ranger aussi dans un autre genre. Yeah. Mais voilà, donc, en tout cas, le mois de mai sera un mois spécial Star Trek avec les films. On a fait une chaîne South Park aussi, ou un truc comme ça récemment. Non, mais c'est des vieilles saisons. Ouais, mais c'est déjà bien, oui, plutôt pas mal. Il y en a beaucoup de vieilles saisons de South Park. C'est vrai.
Et tu voulais parler d'autre chose aussi. Je voulais parler d'une autre actu qui est d'un autre ordre, puisque c'est le décès le 19 avril dernier, donc il y a une semaine, de John Trimble, qui est l'un des fans les plus connus du fandom Star Trek, en tout cas aux États-Unis, puisqu'avec son épouse Bijo Trimble, ce sont eux qui étaient à l'origine des campagnes d'envoi de courrier à la chaîne NBC pour sauver la série. Donc ce qui s'est passé quasiment à la fin de chacune des saisons de la série originale dans les années 60, donc ce qui a permis à la série originale de durer 3 saisons. Sans cette mobilisation des fans à l'époque, ça n'aurait peut-être pas duré aussi longtemps. Alors on sait maintenant que Gene Roddenberry les aidait pas mal aussi à ce niveau-là pour perpétuer la série, mais enfin voilà, ils ont quand même été super importants. Ils ont écrit aussi certains des premiers bouquins de référence sur la série, notamment le bouquin Chronologie, qui référençait un peu tous les événements de la franchise, mais uniquement basé sur la première série. Mais à l'époque, ça se faisait très très peu de faire des bouquins comme ça basés sur les séries télé. Ils apparaissent même dans le premier film, dans le motion picture, dans la grande scène où Kirk fait son briefing devant tout l'équipage. Il y a toute une foule de personnages, ils sont parmi ces personnages costumés en uniforme de Starfleet. Voilà, ils sont quand même très importants dans l'histoire du fandom, et même pas que le fandom Star Trek, mais des fandoms tout court, des fans de science-fiction aux États-Unis qui se sont structurés, qui ont fait les premières conventions, etc. Donc c'est un peu une figure de ce milieu-là qui nous a quittés. Donc voilà, étant donné qu'on fait un podcast de fans, on est un peu leurs descendants d'une certaine manière, c'était important de saluer la mémoire de ce monsieur. Tu as bien raison. Donc on va enfin parler donc de Star Trek Discovery, et on va commencer avec un tour de table sans spoiler pour l'épisode de cette semaine. Mais avant ça, quand même, Marie-Paul, j'aimerais te demander, comme c'est la première fois que tu vas intervenir sur cette saison-là dans le podcast, comment t'as vécu le début de cette saison en fait? J'étais contente de les retrouver, et puis j'ai pas écouté les podcasts que vous avez fait sur les autres épisodes, donc je sais pas trop qui a aimé, qui a pas aimé, etc. Ça dépend quoi. Guigui a bien aimé le début, mais il était tout seul. Ouais, il y avait à boire et à manger, il y avait des choses qui étaient sympas, il y avait des reconnexions qui étaient cool, la mise en avant de Culber était cool aussi, mais globalement, on est loin de l'écriture de début de la série, et malheureusement, avec tout l'amour que je leur porte, et c'est quand même la première série que j'ai regardée de l'univers, il me semble, ouais, c'est ça, et qui donc m'a vraiment ancré dans le fandom, et enfin voilà, de regarder toute l'œuvre et de vous rejoindre aussi. Il est temps que ça s'arrête. C'est cool, mais j'ai peur, mais ça vous l'avez déjà dit, et j'ai lu les résumés de ce que vous avez raconté tous et toutes sur les zones spoilers, etc. J'ai peur de comment l'écriture de Burnham peut tourner, même si effectivement là l'épisode qu'on vient de voir me semble l'emporter moins vers sa figure de potentielle sauveuse de l'humanité, mais bon, j'ai toujours peur de ça. Moi j'ai beaucoup aimé l'épisode de la semaine dernière. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé, mais moi j'ai trouvé ça plutôt cool. C'est vraiment un épisode où je suis restée sans regarder mon téléphone, et dans le truc, il y avait des trucs qui n'étaient pas ouf, mais voilà, je trouvais que par rapport aux autres, c'était le meilleur. Et pour enchaîner avec celui qui est donc sorti cette semaine, là je me suis ennuyée, c'était long quoi. Enfin, les deux persos antagonistes, je m'en fous en fait de ce qu'ils sont, même si ça explique plein de trucs. J'ai pas d'empathie pour eux, c'est pas des bons Bonnie and Clyde. Enfin, c'était un épisode filler qui, voilà, c'était long quoi. Mais il y avait des trucs intéressants dedans, et il y avait des révélations importantes aussi, mais. Voilà, je reste Discovery, c'est vraiment les 2 premières saisons qui m'ont vraiment plu, emporté, et depuis début de la 3e, ils m'ont malheureusement perdu à force, et pourtant j'ai tout revu, et j'ai tout revu la saison 4 aussi, j'ai réussi à aller jusqu'au bout de la saison 4 de Rewatch, et non, plus jamais. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur le terme d'épisode filler, parce qu'il y a eu une interview de Jonathan Frakes cette semaine qui rebondissait lui-même sur l'interview de Alex Kurtzman qu'on avait bien commenté les semaines précédentes. En fait, épisode filler, il y a peut-être un quiproquo par rapport à ce terme, parce que dans la bouche de Jonathan Frakes, en fait, c'est des épisodes sans budget, tout simplement, et c'est pas vraiment le contenu qui prime.
C'est le fait que c'est des épisodes qu'on fait en milieu de saison et pour lesquels on a le moins d'argent, et c'est souvent des bottle shows, et voilà. Donc c'est pas forcément des épisodes qu'on peut skipper ou pas, quoi. En l'occurrence, là, c'en était un. Enfin, je veux dire, ils auraient utilisé des décors. Le contenu, il y avait des choses importantes. Ouais, ça reste quand même un beau budget. Il est peut-être moindre que celui du premier épisode, mais c'est quand même pas mal, quoi. Ah non, mais il se passe toujours des trucs. Il se passe toujours des trucs dans les épisodes filler. Il y a toujours des éléments qui sont dévoilés, des intrigues. C'est pas parce que t'as pas de pognon que tu peux pas faire avancer ton scénario, quoi. Et toi, Manu, donc justement, tu fais partie des personnes qui avaient pas aimé la semaine dernière. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Parce que j'ai regardé les internets et les gens les plus réfractaires, les plus anti-Discovery as fuck, ils ont tous aimé cet épisode, et toi, t'as pas aimé. Alors, je vais corriger 2 choses. Enfin, non, je vais corriger une chose. L'épisode 4, au final, j'y ai redonné sa chance. Je pense que j'étais mal luné la première fois et que j'étais pas totalement devant l'épisode. Notamment, il y a des incohérences il y a des trucs qui me paraissaient incohérents, c'est juste que j'avais pas suivi tous les dialogues. Il y a des trucs, c'est expliqué, quoi. Je l'ai trouvé facile, par contre, je suis désolé, dernière saison, revenir dans les moments clés, en plus, super, il lit dans leur esprit, en fait, pour les emmener au pire moment de chaque saison de Discovery. Vraiment, il peut pas les emmener dans des endroits random, leur petit bug, là. Enfin, leur petit insecte. Non, au final, au revisionnage, je l'ai trouvé plutôt pas mal, cet épisode. Au final, il était plutôt bien. Par contre, je voulais revenir, parce que j'étais là sur les 2 premiers. Sur l'épisode 3, que les gens étaient plutôt d'accord pour dire que c'était nul, Trill, tout ça. Par contre, il y a une sorte de consensus qui, pour moi, relève de la psychose collective, qui est Wilson Cruz, c'est pas, une performance acceptable ne fait pas une performance qui mérite des Emmy Awards, je suis désolé. C'était correct, c'était sympa, c'est un bon acteur, on l'aime bien, il est sympathique. C'est pas une performance incroyable, je peux vous prendre 10 séries sur Apple TV où tous les acteurs sont meilleurs que lui. Bien sûr. On n'a jamais dit que c'était un fantastique acteur. J'ai vu un des 2 Romains, c'est sûrement Romain Brami, qui a parlé d'Howard, vraiment, pour la performance de Wilson Cruz. Et je suis désolé, mais non. Il y a eu des choses qui ont été dites et qui ils sont un peu emballés. Voilà, les gens se sont emballés. C'était en effet le meilleur truc de tout cet épisode, c'était Wilson Cruz. On peut être d'accord là-dessus. Ça ne reste pas une performance exceptionnelle. C'est peut-être exceptionnel de s'en sortir dans ce merdier, en l'occurrence, parce qu'il était vraiment nul, cet épisode. Mais non, l'épisode 4, je l'ai trouvé correct au final. En plus, je trouve que ça a donné des bons dialogues. Le moment dans le passé où elle retrouve Book, en l'occurrence, je trouve que ça marche bien sur l'impact que ça a en plus dans l'épisode d'après. Et l'épisode d'après, moi justement, je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé, mais peut-être parce qu'il y a une sorte d'effet. Déjà, j'ai vu le nom de l'épisode. Et le nom de l'épisode, c'était Mirrors, je crois, en VO, et puis je sais plus quoi en VF. Mais du coup, je me suis dit, bon, bordel, l'univers Miroir, ça va être nul. Et du coup, parce que l'univers Miroir, on en a déjà parlé pour Discovery, je crois, mais pour d'autres trucs aussi, c'est tout pété. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que à chaque fois, c'est on force le fait que les personnages de la série sont méchants de l'autre côté à la même époque, et ça n'a pas de sens. Mais au final, ça parlait pas de ça, et je trouve que moi, ce petit épisode où on n'attend pas l'épisode 8 pour avoir les origines de Mal et Locke, déjà très content, parce que c'est un peu le syndrome épisode 8 normalement. Et au final, ça m'a beaucoup plus intéressé aux personnages, justement, à ces 2 personnages-là. Je trouve que, en plus, toi, Marie-Paul, t'as pas ce passif, mais les Breen dans Star Trek, ah merde, spoiler. Et du coup, on aborde une espèce qui est historique de Star Trek, mais dont on sait pas non plus des masses de choses et qui peut être intéressante à voir. Et là, ça aborde des trucs que je trouve intéressants. Donc, d'une façon générale, j'ai bien aimé. Et toi, Romain? Mais alors, je voulais juste dire à Manu, ça se trouve, c'est comme pour le précédent, faut que tu le revoies une 2e fois pour te rendre compte qu'il est tout pourri. Je l'ai vu 2 fois. C'est clair. Merde. Faut que tu le vois une 3e fois. Moi, je suis plutôt team Marie-Paul. De toute façon, disco, j'en peux plus. Je pense que ça s'est entendu dans ma capsule du début de saison. Oui. Par contre, j'ai bien kiffé l'épisode 4, du coup. Même si, en effet, il a plein de facilités, mais c'est exactement comme Wilson Cruz. C'est-à-dire qu'au milieu de tout ce merdier, il suffit qu'il y ait un truc qui soit à peine meilleur que le reste. Tu trouves ça génial. Je m'étais pas ennuyé pendant le 4. Voilà, t'as l'impression d'avoir un petit épisode bouclé de TNG, toutes les petites références au début de la série, sachant que c'est la dernière saison, même s'ils le savaient pas, en fait, quand ils l'ont écrit et tourné, il y a le petit clin d'œil fonctionne bien. Bref, ça se tenait. Celui de cette semaine, pour te dire, j'ai lancé l'épisode et il m'a fallu, je crois, quasiment 5 ou 10 minutes avant de me rendre compte que j'ai pas lancé le bon épisode et que j'avais relancé le 3. C'est pour te dire à quel point j'ai complètement décroché de disco. C'est quand t'as la scène avec Culber qui dit à Michael, au fait, dis donc, tu passes une mauvaise journée aujourd'hui, etc. J'ai dit, tiens, mais ils se foutent de notre gueule, ils nous ont mis le même dialogue qu'il y a 2 semaines. Ah bah non, j'ai juste lancé le mauvais épisode. Attends, il retourne sur Trill.
C'est ça, mais oui. Il y avait tout le previously, on te parlait de Trill, j'ai merde, ils vont retourner sur Trill et tout, mais ils se foutent... Bref. Mais ça m'étonnait pas, tu vois, je me disais, bah, de toute façon, ils savent plus quoi faire, mais bon... mais voilà, une fois que j'ai eu lancé le bon épisode, ce qui est terrible dans cet épisode-là, en fait, contrairement au début de la saison, c'est qu'il y a quelques idées sympas, mais il y a que les idées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'exécution. C'est vraiment, tu t'ennuies comme un rat mort de tout l'épisode. En fait, et ça fait plus bottle show que le précédent, dans le sens où, en effet, ils réutilisent un décor qu'ils ont gratos parce qu'il est en studio d'à côté, grosso modo, et ils fondent tout l'épisode sur ce décor-là, alors qu'ils auraient très bien pu le faire avec autre chose, et c'est totalement gratuit, et Enfin, moi, je me suis vraiment totalement ennuyé. Alors, en effet, comme Manu en a parlé, on découvre beaucoup de choses sur une espèce très importante, mais qui était très mystérieuse jusque-là, mais c'est toujours le risque quand t'as un personnage très mystérieux, parce qu'en effet, cette espèce-là, dans l'univers Star Trek, était entièrement fondée sur ce mystère. Fallait-il le dévoiler ? Bah là, la manière dont il le dévoile, c'est tellement confus. Du coup, je suis allé voir quelques reviews de sites américains sur Star Trek. Bah, même les mecs qui ont l'habitude de faire les reviews de Star Trek, eux-mêmes disent à la fin de leur review, je suis pas sûr d'avoir tout compris sur ce qu'on nous révélait sur cette espèce-là. C'est vrai que franchement, c'est pas clair du tout. Et là aussi, on sent que économie maximum de décor, ça se passe quand même dans un décor qui est un bout de dock d'un vaisseau spatial, grosso modo, enfin entre deux caisses. Donc pour nous faire découvrir une civilisation dont on attendait plein de choses, c'est quand même pas franchement flambant. Donc je pense que là la déception vient surtout de l'ennui et du vide et de ces personnages, en tout cas que moi personnellement je me fiche un peu de ce qui peut leur arriver. Après voilà, on a cette suite de cette chasse au trésor, les indices, les trucs, c'est bon, là on a compris comment ça fonctionnait. Je pense que la seule bonne nouvelle de l'épisode, c'est que en effet on est arrivé au milieu de la saison, donc il nous reste plus que 5 épisodes à voir. Tout ça est bientôt fini, youpi. Ouais, mais le dernier épisode sera beaucoup plus long, donc ça se trouve ça fera l'équivalent de 2. Moi j'ai plutôt bien aimé l'épisode, je suis plutôt team Manu, même si je vous concède volontiers qu'il est beaucoup trop long, il fait 58 minutes, et je pense qu'il y a facilement 10 minutes de trop, et qui était facilement retirable pour... en ramassant l'épisode, il aurait été plus efficace, et que je comprends, effectivement, il y a un ventre mou, il y a quand même des zones où on peut s'ennuyer, et d'ailleurs à tel point... je vais être tout à fait franc avec vous, que je me suis endormi devant l'épisode, et du coup je l'ai revu une deuxième fois, on va dire que je l'ai vu une fois et demie, pour être tout à fait clair, et que j'ai quand même bien aimé cet épisode, et effectivement il a des défauts, il a des qualités, mais je trouve que dans l'ensemble il se tenait bien. C'est juste qu'effectivement il est beaucoup trop long, beaucoup trop bavard à certains moments, et que vraiment on regrette le fait que il y a plus les contraintes de la télévision classique, les networks de base avec les fameux 45 minutes, parce que ça les aurait obligés à se ramasser un petit peu. Et je me suis rendu compte quand même que je trouve, c'est quelque chose que je dis toutes les semaines, mais je le redis encore cette semaine, c'est que je trouve que quand même il y a plein de défauts encore dans l'écriture de Discovery, mais je trouve que quand même il y a un équilibre encore qui est trouvé entre les différents personnages, entre les personnages et l'intrigue. J'ai vraiment l'impression que la structure de l'intrigue qui court sur toute la saison est mieux gérée que les saisons qui l'ont précédée. J'ai vraiment l'impression que donc les scénaristes et la showrunneuse ont progressé, tout simplement, ils se sont améliorés. Et c'est vrai que c'est une réflexion que je me suis faite, c'est que avant, quand on avait une saison classique de 24 épisodes sur des networks dans les années 90 par exemple, quand il y avait un écho négatif ou positif sur une série, en fait, ça ne mettait que quelques mois à se retourner, à s'améliorer, où les auteurs pouvaient prendre conscience et prendre leur parti des critiques qui leur étaient faites pour améliorer la série. Sauf que le problème de Discovery, c'est que c'est une série où les saisons sont écrites d'un bloc et où finalement, elles sont tournées bien avant qu'elles soient diffusées, donc genre 2 ans avant, et en l'occurrence pour cette saison-là, et qu'effectivement, les critiques qui les ont peut-être aidés à améliorer cette saison 5, peut-être qu'elles ont été formulées et entendues en saison 3, quoi. Et je me dis que peut-être, c'est cette façon d'être diffusée, de faire les séries maintenant, c'est aussi, je pense, un inconvénient qu'il faut rajouter sur la liste des inconvénients de ce mode de diffusion. Ouais, c'est vrai que ça change pas mal. J'ai oublié de dire aussi que je suis fatiguée, comme Céline l'a dit en off, on est marre des actrices qui, pour faire méchante, baissent un peu la tête et lèvent les yeux pour te regarder avec plein d'eyeliner. C'est vraiment dommage, bref. Cela dit, je te rejoins sur la cohérence des persos, etc. Et je trouve que ça reste mieux écrit à ce niveau-là que Strange New Worlds saison 2. Et bien sur ces bonnes paroles, on va rentrer directement dans la zone spoiler. Red alert! La
L'unité n'arrête pas de changer. C'est dû à une sorte de matière exotique. Elle fait des ravages sur nos scruteurs. Et sur nos holopads. Voler en étant sourd et aveugle. Ok, c'est parti. Attention, Book. Accroche-toi. Tous ces débris, c'est pas bon signe. C'est le vaisseau de El Hakemol. La moitié, en tout cas. La brèche a dû se refermer sur le vaisseau quand ils ont traversé. Tu crois qu'ils ont survécu? Peut-être bien. S'ils ont réussi à le rejoindre. ISS. L'univers miroir. Comment il a fini dans l'espace interdimensionnel? Je ne sais pas. Ça doit encore être une sacrée histoire. Warning. Cet épisode 5, qui s'appelle Jeu de miroir en français, a été écrit par Joanna Lee et Carlos Cisco et réalisé par Jen McGowan. Alors l'épisode s'ouvre sur le journal personnel de Booker, une fois n'est pas coutume, ce qui permet de faire le point sur l'état d'esprit du personnage, mais aussi un résumé de ce qui a précédé. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je trouve qu'il y a un équilibre entre les personnages et l'intrigue, et que souvent, ce qui est utilisé pour faire avancer le personnage sert aussi à faire avancer l'intrigue. Et ça, c'est une chose qu'on n'avait pas forcément dans les saisons précédentes. Et donc, on voit l'USS Discovery qui est arrivé aux coordonnées que Jinal Bix, le Trill, leur avait données. Ils y sont déjà depuis la semaine dernière, d'ailleurs. Et en fait, il semblait qu'il y avait une sorte de nébuleuse dispersée, donc en gros rien. Mais ils ont quand même donc trouvé le fait qu'il y avait cette espèce de nébuleuse, donc des trucs qui se promenaient, et une trace qui prouvait que Mol et Lac étaient bien présents dans le coin, et que leur trace de distorsion a disparu. Donc comme s'ils s'étaient volatilisés dans le vide, quoi. Et c'est finalement, après avoir mieux regardé avec leurs appareils de mesure, qu'ils remarquent qu'il y a une sorte de trou de verre qui était là depuis le départ. Et il s'agit en fait d'une poche d'espace interdimensionnelle avec une ouverture qui s'ouvre et qui se ferme, qui s'effondre et qui se dilate. Et le Discovery, c'est quand même un gros sphincter, on va pas se mentir. Oui, Ouais. c'est ça. C'est exactement. Je voulais pas le dire, mais je le pense. Je me retiens depuis ça tout à l'heure de partait faire très des mal, blagues. Bah si, tu parles de traces en plus. Je vous avoue que j'ai bien aimé l'épisode, mais ça partait mal quand j'ai vu le gros sphincter à la base. Bon, en tout cas, c'est trop gros pour que le Discovery est trop gros pour que ça puisse passer dedans, ça puisse rentrer. C'est le fist contact. Du coup, il faudra y aller en navette, et c'est bien sûr Burnham qui va avec Book malgré l'avis contraire de son numéro 1. Et qu'est-ce que vous avez pensé donc de ce pré-générique et de ce lancement d'épisode? Donc Manu, tu nous dis que toi... Moi, j'ai bien rigolé, moi. Mais moi, je me suis dit, attends, pourquoi le Discovery, il voit pas le truc alors que les deux autres, avec leur petit vaisseau de courrier, là, je sais pas comment ils le disent en français. De coursier? De coursier, arrivent à le détecter. En fait, on sait pas combien de temps le Discovery était pris dans le piège temporel, et peut-être que c'était longtemps. 6 heures. C'est dit plusieurs fois. Ils l'ont dit 6 heures, ouais. 6 heures, ouais. 6 heures, ah d'accord. C'est dit à la fin de l'autre, et c'est dit dans celui-là quand Adira le redit, je crois. Ah ok. Du coup, ils ont eu 6 heures pour trouver la solution. On sait pas combien de temps le Discovery a mis pour le... Alors on espère que c'est moins longtemps, parce qu'ils sont censés être plus balèzes. Donc ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est pas expliqué, quoi. Mais c'est pas la seule chose qui m'a fait, m'a fait tiquer. Enfin voilà. Niveau de navette, histoire de navette et de capacité de Mol et Lac à faire des choses, il y a quand même beaucoup de trucs bizarres dans cet épisode. Mais cette intro, tu disais tout à l'heure qu'on aurait pu couper des choses dans l'épisode en termes de temps. Tout ce pré-générique est super long pour pas grand-chose, là aussi. Avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, qui est donc de partir en mission et de rentrer dans ce wormhole qui n'en est pas un, et de découvrir le fameux vaisseau qu'on va découvrir derrière, ça prend quand même 3 plombes. La découverte du fameux vaisseau en question, on est dans la zone spoiler, donc on peut le dire maintenant, c'est l'Enterprise Miroir, ça aurait dû arriver au bout de quasiment 2-3 minutes, quoi, pour que tout de suite tu t'accroches et tu te dises, tiens, c'est quoi ce bordel, on va aller voir ce qui se passe. Et là, je suis tout à fait d'accord. J'ai bien noté. Ça prend quasiment 10 minutes. Le générique arrive au bout de 10 minutes. Donc ils voient l'ISS Enterprise genre à la 15e minute, un truc comme ça, quoi. C'est pas possible. Oui, il y a un truc qui me saoule, c'est que... Alors j'aime bien Rainer, mais depuis la fin de l'épisode 2 où elle le prend au numéro 1, le problème devrait être réglé, en fait, de la confiance, des rapports des personnages. Et ça fait 3 épisodes qu'on nous raconte la même chose dessus, quoi. Et ça commence à être un peu chiant.
Parce qu'ils ont rien à faire avec ce personnage, en fait, à part dire qu'il faut qu'il s'intègre. Donc, ouais, mais je sais pas, t'es là maintenant, c'est bon. Bah, c'est vrai que là, il réussit à s'intégrer dans cet épisode, il réussit à faire corps avec son équipage, mais c'est vrai que les scènes où on nous remet cet enjeu en place, c'était complètement inutile. On l'a en mémoire, c'est bon, quoi. Passons directement à la résolution. C'est justement, du coup, les scènes avec Reyna au début de l'épisode, effectivement, elles sont plutôt inutiles. Autre problème, bah là, c'est tout l'épisode, mais en tout cas, c'est dès le début de l'épisode. Encore une fois, c'est Michael et Book qui sauvent la situation. Dans les premières saisons, c'était Michael toute seule, et depuis qu'il y a Book, en gros, c'est Michael et Book. T'as même pas besoin du reste de l'équipage, en fait. Le Discovery, t'as Michael, t'as Book, et puis personne d'autre. Ça commence à devenir un peu ridicule au bout d'un moment. C'est vrai que les remarques que fait Reinhard à Michael sont plutôt justes. Pourquoi ils y vont que à 2 ? Ok, alors admettons Michael et Book, ils y vont, mais ils auraient pu quand même prendre d'autres personnes avec eux, quoi. Pourquoi eux seulement tous les deux ? C'est que à 2 et toujours ces deux-là. Enfin, t'as l'impression que c'est le Michael et Book Show. Ça devient quand même. Enfin, moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles cette série maintenant m'ennuie. C'est que tu sais en permanence quels vont être les personnages et comment ils vont s'en sortir. C'est parce que c'est eux deux qui savent tout, eux qui connaissent tout, et puis les autres sont des figurants, quoi. Bah, c'est en ça que c'était cool aussi l'épisode sur Trill. C'est que justement, ça changeait un peu la dynamique, quoi. Ou surtout celui de la semaine dernière, parce que c'était Rainer et oui, Michael. Aussi, oui, pardon. Et Stamets un peu aussi. Et Stamets, ouais, ça faisait un bon trio, du coup, ça marchait plutôt bien. Oui, c'est vrai, on l'a dit d'ailleurs, une des grandes réussites de l'épisode de la semaine dernière, c'était ça. Et là, on revient effectivement au duo de Michael et Book, c'est un peu dommage. Pourquoi ne pas avoir mis... justement, il y a des nouveaux personnages de passerelle, un nouveau personnage de sécurité, quoi, un ou deux en plus. Après, tu sais pourquoi tu vas venir comme justement avec les gros sabots qu'ils veulent faire le parallèle entre Molly et Lack d'un côté et Book et Michael de l'autre. C'est évident qu'ils veulent faire ça, mais c'est tellement pas subtil. Surtout que le titre, c'est Jeu de miroir, donc on a bien compris que c'était ça qu'ils voulaient faire, mais c'est complètement forcé et ça sert à rien, quoi. Ça sert pas le propos en plus. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on retient vraiment de cet épisode-là ? C'est on apprend les motivations de Moll et Lack, on apprend un peu leurs origines story à tous les deux, quelque part. Comme le disait tout à l'heure Manu, en zone pas spoiler, on apprend que Lack, c'est un Breen. Et alors moi par contre, contrairement à toi Romain, moi ça me dérange pas de découvrir une espèce à travers un petit couloir, une petite ouverture comme une petite fenêtre sur le lore que peut être celui des Breen. Ça me dérange pas du tout. Je trouvais que c'était plutôt bien fait. Ça me dérange pas non plus. Si c'est bien fait, tant mieux. Mais quand c'est décevant, tu te dis merde, j'aurais préféré garder le mystère, quoi. Moi j'ai trouvé que c'était pas mal, j'ai bien aimé justement par exemple le fait de voir leurs nouveaux uniformes, enfin leurs nouveaux les nouveaux casques. Bah non, justement, je suis désolé, je t'interromps, mais puisque t'en parles, les casques d'origine des Breen dans Deep Space Nine, c'était un énorme clin d'œil à Star Wars, puisque c'était le casque que portait la princesse Leia quand elle s'introduit chez Jabba le Hutt dans Est-ce que vous pouvez faire... Attends, stop. Est-ce que vous pouvez juste faire un petit résumé pour celles et ceux, dont moi, qui n'ont pas forcément tout le lore des Breen ? Je tiens à dire que Yasmine a dû sauter au plafond en t'entendant, Romain, parce que c'est plusieurs fois qu'elle m'envoie des photos du retour du Jedi pour me dire non, ce n'est pas du tout le même casque. Alors ça ressemble un peu, effectivement, il y a une forme, il y a des accointances, mais c'est pas vraiment le même casque que celui que porte Leia dans Star Wars. Mais c'est une inspiration. Ils n'ont pas pu faire exactement le même pour des raisons de copyright, mais ils l'ont dit qu'ils s'en étaient inspirés. Bon, je vais être obligé de chercher sur internet alors. Breen casque. Du coup, qui veut faire le petit topo sur les Breen ? Moi, à part le fait que c'est une espèce plutôt belliqueuse qu'on voit rarement qui s'est alliée au Dominion pendant la guerre. Voilà, t'as tout dit. C'est un peu ça. Et en fait, on les voit jamais sans armure jusque-là. Du coup, c'est un mystère sur ce qu'il y a en dessous. On sait pas pourquoi ils se sont alliés aux Breen, si ce n'est pour du pouvoir potentiel. Mais moi, j'ai des théories par rapport à maintenant. En gros, la guerre contre le Dominion, c'était la guerre contre les Changelings qu'on a vu dans Picard saison 3. Au début, les Cardassiens ont été alliés, il me semble, aux Changelings avant de se faire rect, ou de changer d'avis et du coup de s'allier à la Fédération. Et le Dominion a conclu une alliance avec les Breen, du coup, pour les aider dans le cadran, quoi. En fait, c'est d'abord les Cardassiens étaient contre le Dominion. Il y avait un traité avec la Fédération et c'est à un moment donné, il y a eu un switch quand Gul Dukat, un gros enfoiré, a pris le pouvoir sur Cardassia où il a changé son fusil d'épaule et il s'est allié carrément au Dominion et c'est là qu'a eu la guerre avec la Fédération. Et c'est simplement qu'au bout d'un moment, les Cardassiens ont été jugés plutôt inefficaces par le Dominion qui a cherché donc du coup de nouveaux alliés puisque la Fédération
eux-mêmes avaient réussi à fédérer d'autres alliés comme les Romuliens avec eux. Et du coup, ils sont allés chercher les Bryn, qui étaient une race, je sais même pas si elle était citée auparavant, mais en tout cas, elle était... ça avait déjà été cité, je pense, mais il me semble. Mais genre vite fait, quoi. Et c'était une race très belliqueuse, très mystérieuse, dont on savait rien, on les voyait jamais sans leur casque. C'est un peu des Mandaloriens, les gars. Et on comprend pas ce qu'ils disent. Et en gros, ils parlent avec leur vocodeur, là. Tout comme on voit dans cet épisode-là, hein, c'est la première fois En d'ailleurs. gros, c'était les Daft Punk. C'était Exactement. C'est une race un peu secondaire, qui est un peu prétexte quand même dans Deep Space Nine, parce que voilà, le but, ça n'a jamais été d'explorer vraiment leur culture, leur lore et tout. C'est vraiment, voilà, ils sont presque des figurants, quoi, des figurants utiles dans la dernière saison de Deep Space Nine. Bah, c'était une race pas chère parce qu'il n'y a pas de maquillage, tu leur mettais juste un casque. Oui, c'est ça. Exact. Et non, mais c'est vrai, franchement. Ah, mais c'est vrai, mais par contre, du coup, elle a quand même titillé la curiosité de certains fans et effectivement, elle a eu une petite aura pour elle. Et parce qu'ils étaient quand même super dangereux. C'est-à-dire que quand ils débarquaient, c'était vraiment le peuple qui défonçait tout le monde. Et c'est pour ça que quand on les voit arriver, quand ils attaquent le Cerritos dans Lower Decks, j'étais pas bien quand c'est arrivé parce que je me suis dit, le Cerritos, il pourra jamais faire le poids, quoi. Donc c'était en saison 3. Et j'ai eu un vrai moment de flip pendant cet épisode où le Cerritos fait face au Bryn. Et vraiment, on a cité Star Wars et les Mandaloriens, je pense que c'est vraiment l'idée, c'est de créer le même mystère à la base, mais cette espèce de personnage masqué cool qui parle, qu'on comprend pas, quoi. Complètement. Et moi, du coup, j'aime bien leur nouveau look, j'aime bien leur casque et tout, je trouve que c'est plutôt sympa. Et le fait que, ils sont un peu bizarres quand ils enlèvent leur masque. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs théories. J'imagine, Manu, que t'as la tienne, et j'imagine vers quoi elle va. À plusieurs théories, je sais pas, je les ai pas lues. Moi, je me dis juste, en fait, c'est par rapport à la remarque de Romain tout à l'heure sur le fait qu'il avait pas trop compris. Moi, ce que j'ai compris de l'épisode, c'est que les Bryn ont évolué et sont passés d'une forme solide à une forme plus totalement solide, et qu'il y a des intégristes qui refusent leur ancienne forme, là où certains veulent accepter les deux formes. Ce qui est le cas de Lac, du coup. Il y a une espèce de système de caste, de ce qu'on comprend des relations. Enfin, en tout cas, il y a des primarques et des choses comme ça, quoi. Donc, on est totalement dans la race guerrière. Mais je me posais la question de soit leur transformation date d'il y a super longtemps, et du coup à l'époque des séries qu'on connaît, elle était déjà effective, et c'est peut-être une des raisons du rapport avec le Dominion, soit c'est un héritage des Dominion en récompense de les avoir aidés pendant la guerre du Dominion, peut-être, de les aider à évoluer vers une forme non solide. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont en forme non solide. Quand ils n'ont pas leur casque, ils peuvent être en mode solide, en mode plus simplement. Parce que Lac, dans le premier épisode où on le voit, au moment où il enlève un casque... Oui, leur visage se forme, ouais. En fait, ils sont pas solides dessous, ouais. C'est ça, ils se forment uniquement à partir du moment où ils n'ont pas leur masque, quoi. Et du coup, après l'épisode... Non seulement en revoyant l'épisode 4, c'est assez logique, puisque quand ils sont dans le futur et que Zora leur dit que les Bryn ont mis la main sur l'arme des progéniteurs, on ne sait pas trop pourquoi, on me dit comment, au final c'est lié à l'intrigue avec Lac, puisque s'ils les chopent alors qu'ils ont l'artefact, forcément ils vont avoir l'arme des progéniteurs, quoi. Enfin la machine des progéniteurs. Juste pour revenir là-dessus, ce qui pour moi était pas super clair, toi, c'est que déjà dans Deep Space Nine, en grosso modo, on nous explique que s'ils ont les casques, c'est qu'ils peuvent pas survivre sans, en tout cas pas dans une atmosphère normale. Enfin, pas... Il me semble que quand c'est exprimé dans la série, c'est quelqu'un qui émet cette hypothèse et qu'on n'en sait rien, en fait. Je crois que c'est Damar qui en parle. Que sur leur vaisseau à eux, il fait super froid. Enfin, il y a une histoire de température aussi. Mais en effet, c'est très mystérieux. Je suis d'accord, c'est des conjectures. Ce que vous avez dit là sur le fait qu'ils sont solides, pas solides, etc. Enfin, honnêtement, moi, je le comprends pas comme ça en voyant l'épisode. Je les vois pas comme des trucs liquides. Je les vois comme des trucs transparents, mais pas comme des trucs immatériels. Le fait que certains peuvent choisir, pas choisir, d'être comme ci, comme ça. Et on le voit au fait que leur visage se reforme, enfin prend forme quand ils enlèvent leur casque. Pas comme s'il devenait visible, c'est qu'il prend forme, on le voit qu'il prend forme. Ah, moi je le vois pas comme ça, je vois le casque qui disparaît et dessous je vois des mecs transparents, mais je vois pas un masque qui se reforme. Alors soit je me faisais totalement chier pendant l'épisode et je me suis endormi comme Non, je l'ai vu la même chose que toi. Non, mais c'est ce qu'a dit Guigui, on l'a vu avec Lac dans les autres épisodes, quand il enlève son casque, on voit son visage qui prend forme. Pendant quelques secondes, il est entre guillemets liquide, gélatineux. Et parce que c'est peut-être pas vraiment liquide, c'est peut-être de la gélatine. C'est un peu comme Murph, justement. C'est une théorie que j'ai vue sur Twitter, que visiblement ça pourrait être justement une espèce, les Bryn, qui soit peut-être cousine avec celle de Murph. Et donc c'est peut-être pas du liquide, mais c'est peut-être un truc un peu gélatineux, parce que c'est un peu transparent. On décèle un peu des organes internes, des trucs comme ça. Transparent, ça je le vois, mais le côté qui se forme, honnêtement, moi je l'ai pas vu. Alors c'est peut-être moi en effet qui ai pas les yeux en face des trous, mais c'est dans le premier épisode, tu le vois quand Lac enlève son masque. Si c'est ce qu'ils ont voulu faire, c'est pas réussi, quoi.
L'idée est pas claire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Peut-être qu'elle est pas claire, mais c'est possible. Mais je trouve que c'est intéressant, que ça peut justement amener un lore un peu. Moi, pour l'instant, ça me va. J'ai envie d'en savoir plus du coup. Et je trouve ça bien justement de prendre une race comme ça, entre guillemets, secondaire ou tertiaire de la franchise et de la mettre en avant et de lui apporter le lore qui lui manque. Et ouais, je trouve que c'est bien. Ah, mais sur le principe, comme je disais tout à l'heure, c'est pas le fait en soi de démystifier un truc, c'est fais-le si t'as un truc intéressant à dire. Là, pour l'instant, moi, je reste sur cette impression où j'ai pas tout compris, mais visiblement, je pense que je passe à côté de plein de trucs parce que la série m'intéresse plus. Ce qui est intéressant, c'est que la motivation de Mollelac, c'est qu'elle est pas malveillante. Vraiment, c'est que ils ont une espèce de prime de sang de Brine sur le dos qui s'appelle Eriga, je crois, un truc comme ça. Parce que à un moment donné, Lac et Moll vont s'enticher l'un de l'autre et puis ça va mal se mettre parce que finalement la société Brine ça rigole pas trop quoi et Lac va se retourner contre son oncle qui est celui qui l'a élevé et voilà donc ça va complètement mal se mettre et c'est pour ça qu'ils sont en fuite et qu'ils essayent de trouver le savoir des progéniteurs pour ensuite le restituer aux Brine et effacer cette dette et ne plus avoir à fuir quoi. Un pattern Star Trek quand même, avec les autres races qui sont pas humaines, puisque on a Worf qui est un Klingon pas comme les autres parce que justement il est moins belliqueux, enfin il s'extrait de ça. Il y a j'ai pas eu son nom, mais Lorion sur de Lower Decks, on a eu la même chose avec les Orion. On a un peu tout le temps ça de l'individu pas comme les autres qui va s'extraire de l'oppression de son peuple oppressant parce que il a qu'une façon de voir les choses alors que l'humanité elle est assez vaste. Enfin il y a un côté très Tout à fait, il y a ça avec Seven dans Voyager, il y a aussi, ça avec ouais. Odo dans Deep Space Nine. Non mais c'est vrai c'est complètement Spock aussi, ça. c'est ça même, aussi. ce que je veux dire, même Spock Ouais, dans la Spock, série d'origine, ouais. c'est exactement ça en fait. c'est un peu lassant et un peu raciste aussi. Extrêmement raciste. L'exception. C'est raciste dans le sens où ça fait, tu vois une espèce que par le prisme de ils sont tous pareils et des fois il y en a un qui est pas pareil. C'est raciste. Ouais, mais comment tu pourrais faire autrement du coup ? Avoir des individus dans toutes les espèces. Ça t'en a. Tu peux faire de la politique sans avoir un corps, un corps de, tu vois. Et ça, tu l'as avec le long cours. Par exemple, des Vulcains, Ouais. on en a rencontré plein de différents. Tu vois, c'est la façon dont c'est présenté qu'il y a un personnage en particulier qui est mis en avant par rapport à ça. Mais finalement, cette espèce-là, elle n'est pas représentée que par cet individu-là, puisque avec le temps, on en rencontre d'autres qui ont d'autres vues, d'autres... Oui, mais le façons de penser, principe de base est raciste. Je suis désolé. Désolé, hein, c'est comme ça, c'est tout. En fait, après l'épisode, j'ai fait une recherche sur les Brim et les Changelings, justement, et je me suis rendu compte qu'il y a un mec sur Reddit il y a 9 mois qui s'est posé la question, est-ce que les Brides seraient pas semi-solides et potentiellement des distants cousins des Changelings et tout ça à partir de Deep Space Nine, donc faudrait que je lise le post Reddit, parce qu'il y a peut-être un certain nombre d'indices dans Deep Space Nine comme ce que disait Romain, sur ce qui pourrait être. Et... Ce serait pas mal. Et d'ailleurs, ça me fait penser que Moll, à un moment donné, elle dit que... alors ça n'a aucun rapport spécialement avec Lac, mais elle dit quand même qu'elle vise un refuge dans le cadran Gamma. Donc l'endroit où se trouve le Dominion. Je crois qu'on va passer le wormhole, Guigui. Ah, ça serait trop bien, mais maintenant, tu sais, à chaque fois, je m'attends. Enfin, j'espère. Ouais, faut plus attendre. J'attends plus rien maintenant. Là, je suis vraiment, voilà, j'attends que ça passe en fait. Et moi, je trouve que ça passe plutôt bien parce que voilà, on a eu ces 4 petits flashbacks qui s'intégraient plutôt bien à l'intrigue du présent où donc il y a. Vous allez voir que le fameux caméo de fin, ça va être Cisco en mode en mode prophète. Alors justement, on n'avait pas fait des pronostics, des paris sur qui apparaîtra à la fin, parce que pour moi c'est clair et net que ça sera Spock, hein. J'en suis sûr maintenant. Ah bah avec ce qu'ils nous ont sorti là. Il y a beaucoup de phasers de Chekhov dans cette saison, je trouve. Et le fait qu'à un moment donné, Michael dit à Book, voilà, c'est la station de mon frère. Et c'est le plus facile et le plus logique vu la manière dont a débuté la série. Après, c'est vrai que l'hypothèse que ça soit Patrick Stewart, Picard, parce que l'intrigue de la saison liée à un épisode de TNG, c'est pas déconnant non plus, surtout qu'ils auraient très bien pu tourner ça sur un coin de plateau à la fin de Picard saison 3, ou enfin voilà. Ou alors les deux, Picard et Spock. Ou les deux. Et T'en Cisco. demandes trop, Guigui. Et Cisco. Ou alors c'est juste Jonathan Frakes qui est dans un holodeck comme à la fin d'Enterprise. Pitié.
Ouais, c'est juste Burnham qui rêve depuis le début. Ouais. Comme je sais plus qui le disait sur la zone spoiler. Ouais, mais c'est vrai que revoir Cisco, ça serait tellement bien. Moi, ça, malheureusement, je pense que, en tout cas, ça sera pas Avery Brooks. Même s'ils le font, ça sera pas lui, quoi. Oui, d'ailleurs, c'est l'acteur qui a jamais voulu revenir. Qu'est-ce qui, je sais pas. Déjà, je crois qu'il a de très gros problèmes d'alcool. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans le documentaire The Captains de William Shatner. Donc ça commence à dater un peu. Ça date, il y a une bonne dizaine d'années et il était déjà pas en très bon état. Et je crois de toute façon, c'est pas que dans Star Trek qu'il apparaît plus. Il a plus rien fait quasiment depuis. Il a plus rien fait après. Depuis Deep Space Nine. Donc je pense et même en termes de convention, il a quasiment rien fait. Donc je pense qu'il faut vraiment pas s'attendre à ce que ça soit lui. Si vraiment un jour ils veulent réutiliser le personnage, ça sera un autre acteur. Mais je pense qu'on a plus de chances un jour de revoir Shatner dans la franchise que de revoir Avery Brooks. Shatner, il suffit de le payer. C'est tout. C'est pratique. Ou alors ils enverront une IA avec un Photoshop tout dégueulasse. Je suis pas sûr qu'il ait laissé droit pour ça, du coup. C'est ça, il se fera payer pour quand même. Bien sûr. C'est vrai que c'est quand même un petit peu embêtant d'avoir l'ISS Enterprise et ça aurait pu être très bien un autre vaisseau de l'univers miroir qui ne soit pas l'Enterprise. Ça aurait pu être n'importe lequel et le décor, il l'aurait justifié de la façon là, ça aurait marché pareil, quoi. C'est vrai que ce principe d'avoir cet univers toujours qui est réduit à peau de chagrin, c'est vrai que c'est une critique qui revient régulièrement et on peut pas dire qu'elle est pas fondée, quoi. Pourquoi même l'univers miroir? Ça aurait pu juste être un vaisseau coincé dans un wormhole dangereux, et vite, faut s'en échapper avant que tout explose. Même le fait que ça soit un truc de l'univers miroir n'a fondamentalement pas grand intérêt dans cette intrigue-là. À part le côté, en effet, la grosse métaphore super lourdingue sur Molélac, c'est un peu le reflet de Michael et Book. Fatigue. Intérêt que il faut que ça vienne d'un autre univers, pas forcément un univers miroir. Oui, l'histoire des réfugiés, ouais. L'indice, c'était pratique, il faut que ce soit un indice qui soit de notre univers dans un endroit qui n'est pas de notre univers, pour qu'il soit facilement retrouvable. Oui, enfin ça peut être n'importe quelle singularité, univers de vrai. poche, machin, enfin tu peux trouver ce que tu veux. Là c'est vraiment, ok, on fait des économies parce qu'on a le plateau de Strange World à côté. C'est vraiment ça. Et ce vaisseau, on l'a pas vu depuis quand? Depuis la série classique. En fait, c'est sur le vaisseau-là qu'apparaît Kirk quand il voyage dans l'univers miroir, quoi. C'est la première itération de l'univers miroir, c'est sur ce vaisseau-là. Dans la série originale, ouais. Avec le fameux Spock avec son bouc. Voilà, qui a marqué la pop culture. Ah, ok. D'où le Cartman avec le bouc dans South Park. Ok. Ou dans Ça vient de là. Community, ou dans South Park, dans tout en fait. Dès qu'il y a quelqu'un qui a Dès fait qu'un mec avec un bouc, en fait, c'est une miroir. référence à ça. Mais l'épisode est bien, l'épisode original. Ouais, c'est pas mon préféré parce que moi, comme disait Manu, moi le concept de l'univers miroir, j'ai toujours trouvé complètement pété. C'est tout quoi. pété. Je suis à peu près d'accord avec vous, sauf qu'au moins le premier, le truc qui initie ça, c'était cool comme truc, c'est comme idée, c'était dans une série de SF comme ça. Après, Sliders, on a fait une série entière de ce truc-là. Mais en gros, voilà, la première fois qu'ils le font, c'est cool. Après, en effet, le fait d'y retourner avec toutes les incohérences que ça suppose, le fait que malgré que ce soit un univers différent, tu retrouves quand même les mêmes personnes à chaque fois, même un siècle plus tard. Là, en effet, c'est ridicule quand tu réfléchis 2 secondes à la crédibilité de ça. Mais juste, voilà, la première fois qu'ils l'ont fait, ça, je trouve que c'est l'idée est super sympa. Ça marche beaucoup mieux que l'épisode avec les deux Kirk, par exemple. Ah oui. Ah oui. Oh oui. Complètement. Tout à fait d'accord. Mon Dieu. Et sinon, à côté de ça, dans l'épisode, on a le docteur qui essaye de se confier à Tilly, mais ça, j'ai pas trop bien compris. Je pense que ça introduit des trucs qui vont en découler après. Ouais, je pense, mais c'est ce que je me suis dit, parce que là, ok, il nous parle de spiritualité, et en fait, en gros, ça fait que titiller les trucs qui nous font peur depuis déjà quelques semaines, mais c'est simplement, j'essaie de me mettre à la place de Tilly. Je comprends pas de quoi il me parle, le docteur. Moi, je suis Tilly, par exemple, dans la scène, je comprends pas du tout qu'est-ce que le docteur me raconte et qu'est-ce qu'il veut me dire, quoi. En fait, figure-toi qu'en tant que spectateur, j'étais pas sûr non plus. Parce que quand il fait quand je suis mort et que je suis revenu, je me suis dit, en fait, tu parles de quand t'es mort il y a 4 saisons, de ce que t'as vécu en tant que hôte de symbiote temporairement, parce que du coup, Non, pour moi, c'était... je trouve pas ça clair, en fait. La première fois, j'ai pensé que c'était sa mort d'il y a 4 saisons, la deuxième fois, je me suis dit que c'était peut-être rapport à l'épisode 3, en fait. Non, il parle des deux. Il parle des deux, il dit que l'expérience qu'il a eue en épisode 3 lui a rappelé quelque part la mort qu'il avait eue, quoi. En gros, il fait le point sur tout ce qu'il a vécu dans la série. C'est ça. Mais par contre, je vois pas, malgré tout, je vois pas où ils vont en venir, quoi. D'après ce que j'ai retenu, moi,
il peut pas en parler à Stamets, il peut pas en parler de quoi, je ne sais pas. Est-ce qu'il se sent pas bien? Est-ce qu'il est pas bien dans sa peau? Bah, Est-ce il est que pas ça lui bien. pèse Il est en pleine crise. Ça fait depuis qu'il est mort qu'il est revenu à la vie, qu'il est en questionnement permanent. Sauf que comme il est tout le temps dans le soin de l'autre, personne ne s'occupe de lui, puis il n'a pas le temps de s'occuper de lui. Apparemment, Stamets n'est pas du tout dans cette. Enfin, pour lui, c'est le changement, c'est compliqué pour Stamets, si j'ai bien tout compris. Et de fait, il vit en fait, et il vit dans l'action et dans le tous les jours et dans le soin et dans l'écoute et dans le machin. Il n'a pas de temps de se poser des questions, mais que là, le fait d'avoir été l'hôte d'un symbiote pendant l'épisode a fait réémerger des choses qui étaient peut-être enfouies un peu dans son subconscient, mais tout en étant là, puisque enfin, on sait très bien comment ça fonctionne et nos actions de tous les jours sont quand même influencées par tout ça. Et je pense que ça fait ressurgir ces choses-là et que il y a quelqu'un qui pour une fois s'arrête et lui pose vraiment la question en le regardant dans les yeux et en lui disant comment est-ce que tu vas et qui est prête à l'écouter. Et donc en fait elle est là pour l'écouter avant tout, elle est pas forcément là pour lui apporter des questions, elle est là juste comme un peu un rôle de psy ou de quelqu'un qui écoute et la personne déroule ses machins et fait le point en parlant elle-même quoi. Le truc c'est que ça c'est ce que j'avais bien compris du début de la scène, mais c'est sur la fin de la scène alors peut-être j'ai mal compris ou peut-être c'est parce que les sous-titres ils sont pas clairs, j'en sais rien, mais sur la fin de la conversation, moi j'ai l'impression que le docteur sait ce dont il a besoin, quelque chose que comprend Tilly, et qu'il peut pas parler à Stamets, mais que pour moi j'ai pas vu être exprimé et que du coup je comprends pas Bah c'est littéralement Tilly lui parle de spirituel et il dit qu'il a pas dit ça et elle fait ouais mais t'as pas besoin de le dire. Enfin pour moi c'est ça le truc et en fait déjà, je suis complètement d'accord avec Marie-Paul. Et pour moi, il y a presque un côté méta dans le fait de pas parler à Stamets. Et c'est le même problème, vous en avez déjà parlé, il me semble, quand j'ai écouté le podcast de l'épisode 3, il me semble que vous en avez parlé. Ah, pour Attira et Grey non, mais pas forcément, pas que ça. Mais, et on en a parlé ensemble, je sais aussi, post-épisode 1 ou 2. Le côté recherche des progéniteurs en tant que dieu n'a pas de sens, puisque à la fois dans l'épisode original de The Chase, les progéniteurs expliquent vraiment qu'ils ont juste créé les vies déjà, enfin, ils étaient une forme de vie qui est arrivée, on sait pas comment, et scientifiquement on va dire, et eux ils ont créé d'autres formes de vie pour faire perdurer la leur dans le temps, avoir un héritage dans le temps. Donc il y a rien de spirituel dans l'histoire. Et pour moi le côté méta de pas aller parler à Stamets, c'est que Stamets c'est un putain de scientifique, il connaît en plus le fait qu'il est revenu via le réseau mycélien, il me semble, de l'époque, et c'est un peu la spécialité de Stamets. Donc s'il va parler de Dieu, enfin de trouver ses origines et de résurrection à Stamets, il va juste lui dire non mais frère, c'est le réseau mycélien, c'est tout, je te l'ai expliqué il y a 4 saisons. Et voilà quoi, donc c'est presque méta dans ce sens pour moi, c'est que les scénaristes, ils savent que s'ils vont voir Stamets, ça marche pas en fait. Donc on passe par là. Vous m'avez éclairci. Pour moi, c'était complètement embrumé. Je comprenais pas trop. Ah ouais, non, moi j'ai fait le lien direct. Stamets, c'est un scientifique, point barre. Jamais il sera open à cette discussion. Et voilà quoi. Et c'est pas parce que t'es en couple avec quelqu'un que tu lui dis forcément tout aussi. Et si tu te poses des questions, parfois justement, tu parles de ces questions à d'autres personnes parce que t'as besoin d'un point de vue extérieur et un peu plus objectif, entre guillemets, quoi. Oui, parce que c'est pas parce que c'est scénaristiquement plus facile de faire ça que ça marche pas du point de vue du personnage. Parce que du point de vue du personnage, il sait qu'il peut pas y en parler. Il sait justement ce que je sais que il va amener la conversation dans une direction qui est pas celle qu'il attend, quoi. Donc. Mais par contre, c'est ça qui me rend la chose confuse, c'est que sachant ce que savent les personnages des progéniteurs. Oui, mais ça. Pourquoi il en vient à se poser, à se questionner là-dessus, parce que c'est des scénaristes américains. Bah, c'est ça. Ok, d'accord. Et que malgré tout, parce que tu peux pas lui envoyer... c'est des mauvais scénaristes américains. Et tu peux pas aussi lui enlever la somme de ses expériences passées. Il se pose juste des questions. Ça veut pas dire que demain il va te dire qu'il Bien croit sûr, en oui. Dieu. Enfin, j'espère sincèrement, je croise très fort les doigts pour que justement ces scénaristes américaines ne prennent pas la direction qui m'effraie depuis le début. Qu'ils semblent prendre. Exactement. Mais en fait, il y a un truc, ça va faire discours de vieux con. C'était mieux avant, mais le Star Trek d'antan savait mêler science et spiritualité en fait, dans le sens où la spiritualité se faisait via les expériences et puis c'est tout quoi. Et j'ai l'impression que ils ont vraiment besoin de divin dans Discovery pour qu'il y ait de la spiritualité, alors que bah non, pas forcément. Oubliez pas qu'il y a que 10 épisodes et pas 24 aussi. Hein. C'est plus compliqué de développer certaines choses en que 10. Ah mais à l'époque ça se faisait en un épisode puisqu'il n'y avait pas de fil rouge donc. Oui, ok.
Ouais, tout ce qui est divin, les rapports à la divinité, à la spiritualité ne sont pas niés, mais c'était quand même vachement exprimé avec beaucoup de nuances et c'était d'une manière beaucoup plus subtile que là, quoi. T'as un épisode de Next Generation sur la non-binarité, par exemple, avec une espèce non-binaire. C'est un épisode, c'est très bien fait. Et ça marche. Et puis voilà, quoi. Aujourd'hui, il mettrait 4 saisons et puis après, il ferait séparer le couple. Mais vous vous rendez compte quand même depuis le début de ce podcast sur cet épisode-là, le nombre de trucs où on se dit c'est pas clair, c'est mal écrit, c'est pas censé être un épisode compliqué. Non, mais c'est censé être un épisode tout simple, ils sont sur un vaisseau, ils doivent se sauver. Enfin, c'est quand même symptomatique du problème d'écriture de cette série, quoi. C'est pas juste qu'ils sont américains ou pas américains, c'est juste qu'ils sont mauvais. Il y a un moment, on n'est pas censé se poser autant de questions. Enfin, on n'est pas sur un épisode avec des mystères où on est censé avoir des théories dans cet épisode-là. C'est juste qu'on comprend pas ce qu'ils veulent dire. C'est aussi simple que ça. Et surtout, on n'a pas encore parlé des navettes. Et des sphincters géants. Alors, s'il vous plaît, expliquez-moi. J'ai bien compté que dans l'épisode, ils nous disent 4 fois il n'y a plus de navette, il n'y a plus de nacelle de secours. Comment Moll et Lack, à la fin, réussissent à s'enfuir? Dans une torpille, je crois. Dans une torpille? Oui, ils parlent d'une torpille parce qu'ils disent attention, parce qu'en fait, ils disent ouais. l'ISS Enterprise va tirer et en fait, c'est parce qu'il tire il s'échappe dans une torpille. Une torpille qui part en distorsion. Alors ça, je me rappelle plus la distorsion et tout. Mais ils ont fait une canne dans Into Darkness avec les mecs dans les torpilles. Bah oui, mais non, parce que ils partent en warp après. Une torpille des vaisseaux classe Constitution de cette époque-là, c'est pas très grand, hein. Je sais pas ce qu'ils peuvent. Mais c'est une torpille miroir. C'est une torpille miroir, voilà. D'accord, ok, c'est une torpille miroir qui part en distorsion. C'est comme les torpilles magiques, mais c'est une torpille miroir. Ça, moi, Bah attends, dans le même genre de question, on te dit que le Discovery peut pas passer dans la singularité, par contre l'Enterprise, lui, il peut. Mais non, parce qu'ils le grossissent avec plus d'énergie. C'est pour ça. Ils agrandissent le sphincter. Et ça, justement, c'était plutôt bien expliqué, par contre, parce que ça rebondissait sur un dialogue qui avait été dit au début, où il te parlait de matière, antimatière, blablabla. Je devais dormir, alors. Et effectivement, la solution que trouve Stamets, Adira et je sais plus qui d'autre, semblait plutôt cohérente par rapport à ce que nous avait dit avant. Et au moment où Rainer demande un peu plus d'explications, parce que ça ressemble un peu trop à du techno blabla, Stamets il coupe court et il dit ça va marcher, parce qu'il a compris la méthode de Rainer. En gros, il faut lui dire voilà, faut être bref, faut dire ça va marcher, ça va pas marcher, et c'est bon, quoi, et c'est tout. Et du coup, il était content, et j'ai trouvé que la scène là-dessus fonctionnait plutôt bien. J'avais une question que je me suis posée tout à l'heure quand on disait que il y avait presque plus des personnages du pont. Reno est toujours là ou pas? Oui. Bah on l'a vu il y a deux... ouais, mais en fait, la remarque que je me fais, c'est que je crois que je l'ai vu dans 2 scènes, dont une dans un quand il retourne dans le passé, donc elle aurait pu être là. Mais justement, et d'ailleurs... et ils ont plus rien à faire d'elle, ou comment ça se passe? Bah en fait, d'après ce que j'ai compris, depuis la saison 3, depuis le Covid, l'actrice était pas trop chaude pour être présente en présentiel sur les plateaux, etc. Donc il tournait des scènes avec elle. C'est toujours le cas pour cette saison, du coup. Et puis depuis, en saison 5, ça devrait être réglé, hein, cette histoire, mais je sais pas, peut-être que c'est simplement elle qui est plus disponible. Ouais, mais ça a toujours été comme ça, c'est toujours un peu un personnage un peu secondaire qui débarque. Enfin là, on a eu un paquet faut trouver une solution scientifique à un truc ou technique, et on aurait eu Reno normalement jadis. J'ai vraiment l'impression qu'il y a moins de dispo, elle veut moins faire de plateau peut-être. Bah c'est comme Detmer et Oshekun. Cette saison, on les a à peine vus, ouais. Saru aussi, pareil, qui disparaît, machin, enfin... Ouais, c'est vrai. Saru, là, on le voit plus. Hein. Non, on a une petite référence à son double la semaine dernière, mais... Action Saru. Je me suis fait une remarque dans l'épisode, du coup, j'étais positif a priori. Mais par rapport au truc sur lequel s'est énervé Yasmine, je crois, il y a 2 semaines, sur le show d'Antel, et sur le fait qu'ils font que du show, du tel. Et j'ai trouvé plutôt bien géré la façon dont Michael prépare son leurre pour avant de rencontrer Mollelac, et en l'occurrence sans rien dire et tout, elle met juste un truc dans son médaillon, et plus tard c'est utilisé, et du coup là, pour une fois, c'était du show d'Antel, et c'était bien fait. Bilan de cet épisode, bien ou pas? Ouais, moi j'aime bien toujours. Je l'ai vu 2 fois et ça passe toujours, donc je trouve que
Ouais, en fait, peut-être parce que je suis content d'en savoir plus sur les Breen et parce que je suis content de pas avoir eu les origines de Molly Lack bien plus tard, comme souvent, et que j'ai pas eu un épisode miroir tout pourri avec des doubles tout pourris. Peut-être que c'est l'absence de négatif qui a créé du positif, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé sympa et je trouve que le dialogue fonctionne plutôt bien, malgré le fait que, en effet, on a un peu trop de juste Michael et Book. En l'occurrence, les personnages fonctionnaient bien dans cet épisode, donc ils m'ont pas dérangé, quoi. Donc positif. Ok, moi je suis tout à fait du même avis que toi. Je souscris à tous tes mots. Et toi, Romain ? Bah non, j'ai pas tellement changé d'avis malgré vos arguments. T'as pas convaincu, je suis déçu. Non, je suis désolé. Non, parce que ce qui m'a le plus gêné dans cet épisode-là, au-delà des trucs à comprendre, pas comprendre, etc., c'est juste un terrible ennui, quel que soit le contenu. Enfin voilà, t'es 10 minutes de trop au début, 10 minutes de trop à la fin, 40 minutes de trop au milieu. Mais voilà, non, mais mais là c'est moi avec Disco où vraiment j'en peux plus et je pense que de toute façon je vais être de très mauvaise humeur pendant toute la saison à chaque épisode. Donc je pense que ça va pas s'arranger d'ici là. Donc je pense que je serai de mauvaise foi du début à la fin, de toute façon. Ouais. Ok, heureusement qu'il y avait donc Prodigy saison 2 pour cette année alors. Mais chut, faut pas en parler. Et toi, Marie-Paul ? J'ai pas changé d'avis, je me suis ennuyée et ça change. C'est pas une question de mauvaise foi ou de j'en ai marre de Disco. Enfin, non, j'ai envie que ça se finisse et qu'on arrive au bout de la saison, mais non, cet épisode, je le mets dans les épisodes, je les ai déjà oubliés, quoi. Ok. On va passer du coup à la partie promo ou reco. Est-ce que vous avez quelque chose à promouvoir ou recommander, Romain ? Une petite reco parce que je viens de lire ce bouquin, même s'il est pas tout nouveau, je crois qu'il est sorti il y a bien 6 mois. Mais je reste un peu dans le thème de l'espace puisque c'est le bouquin de Thomas Pesquet, Ma vie sans gravité, dans laquelle il raconte son parcours d'astronaute et ses missions sur l'ISS. Et c'est vachement intéressant, je trouve. Alors, en termes d'écriture, c'est pas le prix Goncourt, mais ça se lit assez facilement. C'est assez bien vulgarisé. Il est pas trop langue de bois sur ce qu'il raconte, sur le fonctionnement des différentes administrations spatiales, et notamment quand il parle d'Elon Musk et de SpaceX. Donc a priori, si vous suivez Star Trek, c'est que vous vous intéressez un minimum à l'espace. On parle aussi souvent entre nous aussi de séries comme For All Mankind, et tout ce qu'il raconte, ça rappelle un peu ce genre de série. Donc voilà, une bonne petite lecture qui explique plein de trucs, qui humanise le boulot des astronautes, qui démystifie pas mal de choses, mais qui reste quand même assez fascinant sur ce que peut vivre un type pareil. Donc voilà, plutôt une lecture conseillée. Ok, et toi Manu ? Je réfléchis parce que j'ai rien lancé de nouveau récemment à part des Mike Flanagan et j'ai déjà dû en parler donc mais j'ai vu Midnight Mass. T'as vu lequel ? Et les deux Hunting Hill House et Bly Manor que j'ai bien aimé les trois, donc je recommande chaudement. Mais sinon je me fais un rewatch en attendant la nouvelle saison d'un truc que tu valides beaucoup, Guigui, je sais, parce que on en avait déjà bien parlé il y a 2 ans à notre dernier événement justement. C'est Cobra Kai. Je me suis lancé il y a 3 jours et j'ai quasiment fini. Et du coup. Et t'as vu que ils ont annoncé le casting du film plus Karate Kid qui fera suite à la dernière saison. Ah non, je savais pas ça. Intéressant. Donc je sais pas du tout à quoi ça va ressembler, mais je suis étant très content de la série Cobra Kai, contre toute attente, je laisserai complètement sa chance à ce film, quoi. Mais oui, c'est totalement le contre toute attente justement cette série, c'est assez feel good et fun à voir, et en plus ça prend pas. Enfin, ça prend au sérieux sans prendre au sérieux les films originaux. Moi, je suis pas spécialement fan des Karate Kid originaux. Je les ai vus et puis voilà. Mais j'aime beaucoup le recul que ça a dessus et le discours contre l'endoctrinement que ça développe. C'est quand la prochaine saison ? Je sais pas, c'est cette année, mais je sais pas. Et toi, Marie-Paul ? Moi, je suis en train de regarder la série Rami de Rami Youssef, qui est, je crois, visible sur Canal en replay. Et c'est vraiment super. Il y a 3 saisons. C'est des épisodes assez courts. Hein. C'est 20, 25, 27 minutes. C'est l'histoire de Rami, donc, qui est un musulman américain de première génération qui vit dans le New Jersey. Et il essaye d'allier sa vie, enfin de concilier sa croyance en Dieu, sa pratique religieuse avec la vie de tous les jours. Et il se cherche et il cherche... et c'est
extrêmement bien écrit, c'est très drôle, il y a quelques épisodes qui sont un peu moins drôles, mais c'est très fin, c'est hyper dynamique, tous les acteuristes sont vraiment super. Il y a un épisode qui se passe en Égypte qui est vraiment vraiment super, et ça marche hyper bien. Ça faisait longtemps que je voulais la voir, et je suis vraiment pas déçue, quoi. Et en ce qui me concerne, moi, ça sera plutôt une promo cette semaine parce que je n'arrête pas les dédicaces. La semaine prochaine, le week-end du 4 et du 5 mai, je serai au festival du Rayon Vert à Volcrange, et cette année, on sera au château, donc au domaine de Volcrange, et du coup, j'ai hâte d'être dans ces lieux qui ont l'air très sympathiques. Et donc, je serai en dédicace avec Philactère sur le stand de Philactère, hein, comme d'habitude, pour dédicacer mes bandes dessinées, mais je ferai aussi une conférence, figurez-vous, à 15h30 le samedi sur X-Files pendant 1 heure, et je suis en train de la préparer d'ailleurs. Ça va être très sympa. Je vais pouvoir distribuer les cartes du coin pop avec un QR code qui est faux, mais avec un joli dessin dessus. Et le reste des informations sont justes. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je suis désolée, j'ai une autre reco, double reco d'ailleurs. Si vous savez pas encore, avec Manu et pas mal d'autres personnes, on fait un coin lecture tous les 15 jours, le lundi sur Twitch, et après qu'il soit dispo en podcast. Et justement, on sera présent avec Manu au Festival de l'Ouest Hurlant à Rennes, le week-end, comme toi, Guigui, du 4 et 5, alors plutôt juste le 5 que le 4, mais pour faire 1 heure de Twitch là-bas. Ce sera sur la chaîne de l'Ouest Hurlant, du coup. Tout le monde se relaie sur la chaîne Twitch de l'Ouest Hurlant. Ouais, et donc même moi, pendant mes dédicaces le dimanche, je serai connecté. Oh, tu me vois pas, mais je fais un cœur. Ah, c'est gentil. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci de nous mettre donc 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez, que vous pouvez nous retrouver sur notre Discord, notre Blue Sky, notre page Facebook et surtout sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Et donc je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité. Salut tout le monde. Salut. À plus. Salut. Bonus. Trax. Une bonne histoire, c'est souvent un bon personnage qui peut échapper à son auteur ou son autrice et même être récupéré par d'autres conteurs et continuer à rencontrer le succès. Comment Cthulhu, Dracula, Wonder Woman ou le Docteur réussissent à devenir des exemples, des archétypes, des légendes. Ce sont à toutes ces questions et bien d'autres qu'on essaie de répondre dans le podcast Au Panthéon des légendes. Avec une équipe d'experts différente à chaque numéro, on décortique l'histoire éditoriale de chacun de ces personnages fictifs ou inspirés de faits réels pour tenter d'expliquer le mythe qui les entoure. Cléopâtre, Gérald de Rive, Morgane la Fée, Elric de Melnibone, toutes et tous ont ou auront leur place. Rendez-vous très bientôt au Panthéon des légendes, une émission disponible sur le flux Dommage Collatéral, un podcast du label Bonus.